puisque nous avons un troisième orateur qui est le professeur Philippe Lambin. Il a été diplômé docteur en médecine à l'UCL en 1986. Il est en 90 diplômé en oncologie clinique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif et en 1991 oncoradiologue à l'UCL. Il obtient un PhD à Paris-Sud en 1997 et depuis 2000 il dirige le département de radiothérapie ou d'oncoradiologie à l'Université de Maastricht. Il a été professeur invité au Gaston-Isberg, à Eindhoven, à Toronto, à Philadelphie et à l'Université of California à San Francisco. C'est un chercheur et un technicien et un organisateur. Donc c'est un trouveur et un constructeur en quelque sorte. Il a reçu un grand nombre de prix de crédit, plus de 15, dont 2 prix des académies de médecine et également un grand IRC. Et je ne vais pas faire la liste parce que c'est à lui qui doit parler et pas moi. Il a dirigé 49 doctorats. Il est auteur ou co-auteur, si j'ai bien vu, sur plus de 500 publications. Il a fondé plusieurs startups, c'est donc un scientifique moderne et contemporain. Et nous allons avec lui découvrir une nouvelle omique parmi ces nouvelles sciences, qui est la radiomique, une approche permettant de convertir l'image traditionnelle en données quantitatives et en connaissances utiles pour le diagnostic, le pronostic et la prédiction des maladies cancéreuses. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être invité dans cette société savante, de revoir des visages connus, en particulier Benoît Van Denet, avec qui on était assis sur les mêmes bancs de la faculté. C'est aussi un honneur de parler après d'orateurs aussi prestigieux. Le défi pour moi, ce sera de parler en français. Ça ne m'arrive plus très souvent. Je suis devenu hollandais d'adoption. Et ce sera la seule slide en français parce que je n'écris plus que des SMS avec quelques icônes à mes enfants. Donc en fait, je voudrais vous parler de l'approche radiomique, qui est une nouvelle approche qui permet de l'analyse d'images, vient de radiologie, imagerie, et omique beaucoup, un peu comme la génomique, protéomique, etc. Alors, donc on peut diviser les développements dans notre société en 3 phases. C'est la phase industrielle, l'apparition des machines, et puis plus récemment la phase digitale qui nous permet de recevoir des emails, de travailler plus facilement, d'avoir des dossiers médicaux sans papier. Et puis maintenant on rentre dans une nouvelle époque qui est l'époque de la révolution cognitive, où on essaie de transformer toutes ces données massives en nouvelles connaissances, de préférence des connaissances applicables. Et dans le domaine médical en particulier, on observe une véritable révolution à ce niveau-là. Et alors, une manière d'approcher ça, c'est de parler de la médecine dite de précision, qu'on nommait avant la médecine individualisée ou personnalisée, et qui est classiquement basée sur une biopsie. En tout cas, dans le domaine de l'oncologie, on va prendre une biopsie d'une tumeur et on va essayer de détecter des mutations, des caractéristiques tumorales qui permettent d'adapter le traitement. Mais on se rend de plus en plus compte qu'une tumeur est extrêmement hétérogène. Par exemple, si on veut vraiment capturer l'hétérogénéité tumorale, il faut prendre à peu près 5 biopsies, ce qui, dans le cas d'un cancer du poumon, est absolument infaisable. Donc, d'où l'avantage de l'imagerie, parce que l'imagerie est non invasive, permet de donner des informations en 3 dimensions. On peut également la répéter parce qu'on se rend compte que c'est un peu une illusion de penser qu'on puisse détecter toute l'information d'une tumeur avant le traitement. Il faut aussi voir comment la tumeur réagit au traitement. Et donc l'imagerie est de plus en plus importante et on se rend compte qu'il y a 3 moyens d'innover dans l'imagerie. La première, c'est d'investir dans des machines très lourdes, par exemple la PET-MR qui coûte 5 millions d'euros, ou bien de développer des nouveaux biomarqueurs. Par exemple, nous avons beaucoup travaillé avec le HX4 qui permet de visualiser l'hypoxie tumorale. Mais ici, ce dont je voudrais vous parler, c'est le développement de nouveaux logiciels qui permettent simplement d'extraire plus d'informations de l'imagerie standard. Et donc, classiquement, c'est assez étonnant de voir que quand on va dans un aéroport, il y a des systèmes de reconnaissance faciale pour voir si vous êtes sur une liste de personnes recherchées. Quand on fait passer nos bagages au rayon X, il y a aussi des logiciels qui permettent de voir s'il y a du matériel à risque. Par contre, dans les hôpitaux, actuellement, l'analyse d'image se fait toujours de manière assez subjective, très peu quantifiable. Quand vous regardez les rapports de radiologie, il y a très peu de chiffres.
et c'est basé sur l'évaluation de radiologues. Et on sait par exemple que l'évaluation des mammographies le vendredi après-midi est bien moins bonne que le lundi. Et donc, une des approches, des hypothèses de radiomique, c'est qu'on pourrait extraire plus d'informations de l'imagerie si on essaie de quantifier ce que l'on voit. La quantification est donc un des éléments déterminants, mais ce n'est pas le seul dans l'approche radiomique. Alors bien sûr, on pourrait faire, tel qu'une équipe américaine, utiliser des pigeons. Donc vous savez que les pigeons ont une reconnaissance visuelle extraordinaire, ils peuvent reconnaître leur chemin, même s'il y a un ciel nuageux, donc ils ont une reconnaissance du pattern qui est tout à fait exceptionnel. Et donc cette équipe américaine, s'est étudiée dans PLOS ONE il y a 2 ans, ont entraîné des pigeons à reconnaître des mammographies avec tumeurs, ou voir des slides d'histologie avec carcinome in situ. Et chaque fois que le pigeon tapait 2 fois sur l'écran et que le diagnostic était bon, il recevait de la nourriture. Et devinez quoi, les pigeons femelles étaient beaucoup plus concentrés que les pigeons mâles. Les pigeons mâles étaient très, très facilement distraits, mais donc ce n'est pas très pratique. Donc nous avons une autre approche et qui va être résumée maintenant dans une petite animation de 2 minutes dans l'espéranto scientifique, l'anglais. J'espère que ça va marcher. On va tester le système. Voilà. In cancer, we face at least 2 challenges. Every tumor is different, and there's an ever-increasing number of treatment options available. To personalize treatments optimally, we need to be able to identify the biological differences between tumors. Biomarkers provide just such a solution. The goal would be to find these biomarkers in a way that's easy to perform, non-invasive, low cost, and captures the 3D complexity of solid tumors. We believe radiomics delivers all of this. Radiomics is the analysis of standard clinical images from CT, MRI or PET scans using original software to extract more than meets the eye. It uncovers hidden biological information from standard scans. We've been collaborating with teams in the Netherlands and the US to look at lung and head and neck tumors. By putting their size, shape and texture measurements on complex software, we were able to map out each lung tumor's unique features. We discovered that a subset of the tumors shared 4 characteristics related to intra-tumor heterogeneity, and these cancers grew and proliferated faster than others, leading to worse patient outcomes. What's more, the exact same 4 characteristics, the same signature if you like, showed up in aggressive head and neck cancers too, again predicting a poorer survival rate after radiation therapy. Our now patented and published findings mean that at very little cost, standard medical scans can reveal more about tumor behavior than traditional clinical methods for tumor staging, just by processing the scans through radiomics software. And there are petabytes of scans sitting in the imaging databases of the hospitals waiting to be mined. Our vision is for all this patient information to be fed into an ever-growing online database that doctors around the world could use to make better treatment decisions. Our ultimate aim is... Voilà. Donc, une manière de simplifier une image médicale, c'est de voir ça comme une accumulation de pixels de différents gris. Et donc, j'aime bien commencer par cette image parce que, d'abord, ce qu'on ne fera pas directement, c'est quantifier. Donc, on aimerait bien pouvoir quantifier toute l'information dans cette image. Vous pouvez voir ici, il y a des gris différents. Ensuite, il faut reconnaître que dans une image comme celle-ci, il y a toute une série d'informations que l'œil humain ne verra pas. Par exemple, il y a des infrarouges, des ultraviolets, etc. Et en plus, on peut être induit en erreur. Par exemple, si je vous demande quel est le carré qui est le plus foncé entre celui-ci et celui-là, donc ça semble être une question simple, mais non, elles ont exactement la même densité. Vous ne me croyez toujours pas, pourtant c'est le cas. Donc en fait, l'œil humain, parce qu'on va faire un processing de l'image dans notre cerveau, peut aussi interpréter de manière fallacieuse certaines informations visuelles. Donc ce qu'on veut faire, c'est essayer de remplacer l'œil humain par un ordinateur. Et l'ordinateur, lui, il voit différemment. Il va simplement mettre un chiffre sur chaque grille
Par exemple, ici, vous verrez une colonne de gris similaire, et si vous regardez dans ce niveau-là, vous verrez une hétérogénéité. Et donc, on peut mesurer ça en 3 dimensions de manière automatique, et donc calculer, par exemple, l'hétérogénéité ou l'entropie de cette image. Et donc, le workflow du radiomixe, c'est qu'on a d'abord un organe d'intérêt, ça peut être une tumeur, mais ça peut être aussi un foie cyatotique ou une fibrose pulmonaire. Donc, on va extraire des informations de type intensité, la forme et le volume, et la texture, donc les pixels, sont-ils hétérogènes, sont-ils les mêmes? On va faire ça en 3 dimensions. Et puis on va passer l'image par des filtres, on va vraiment tordre l'image, un peu comme un pathologue qui va faire des colorations différentes, et on va refaire un cycle d'analyse, et tout ça en quelques secondes. On va donc faire une analyse et finalement un rapport. Et donc l'idée, c'est d'essayer de transformer des images médicales en données quantifiables, mineable diront les Anglais, et tout ça pour extraire des informations à titre diagnostique, prognostique et prédictif pour différentes maladies, pas seulement l'oncologie. Donc pour vous donner un exemple très simple, si je prends cette tumeur-ci qui est plus petite que celle-là, vous verrez que si on regarde simplement l'intensité, il y a un seuil très large, donc cette tumeur est très hétérogène. Par contre, ici, cette tumeur plus importante en volume a un seuil très étroit, donc elle est très homogène. Donc, derrière ce phénotype, facile à quantifier, il y a toute une série de gènes, toute une série de phénomènes biologiques qui expliquent ces différences très, très significatives, qui aura un impact sur le pronostic également. Donc ça, c'est une slide que j'aime bien, parce que c'est vraiment le moment eureka dans la découverte de radiomixe. C'était il y a à peu près 10 ans. Donc là, à l'époque, on avait 400 caractéristiques d'image. Maintenant, on en a plus de 20 000 pour une seule simple image. Et ici, on avait à peu près 500 patients. Et on se retrouvait avec un document Excel avec un nombre infini de chiffres, très difficile à analyser. Et alors, on a été voir un biostatisticien, on lui a demandé de nous aider. Et alors, il a utilisé un logiciel qui s'appelle Unsupervised Clustering, où simplement l'ordinateur va mettre de l'ordre dans ces chiffres, sans aucune intervention humaine. Et alors, il y a eu vous pouvez voir qu'il y a 3 clusters. Il y a celui-ci, qui correspondait en fait aux adénocarcinomes du poumon. Ici, on avait les tumeurs épithéliales, et ici, les tumeurs à petites cellules. Et donc, pour nous, c'était un peu un moment eureka, parce qu'on s'est rendu compte que dans un simple scanner sans contraste, il y avait en fait de l'information biologique, de l'information pathologique. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, si on peut déjà deviner le type de pathologie à partir d'un scanner sans contraste, est-ce qu'on pourrait aussi essayer de deviner des mutations génétiques? Est-ce qu'on pourrait prédire le pronostic de ces patients, etc. Et c'est comme ça que la boule de neige a commencé à rouler. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème méthodologique énorme, c'est qu'on avait énormément de données, un peu comme dans le domaine des puces ADN il y a 20 ans. Et donc, il y a toujours quelque chose de significatif. Donc, il faut un des premiers défis dans l'approche radiomique, c'est d'essayer de réduire la dimensionnalité de ces informations. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des images test-retest, c'est-à-dire c'est un patient qui va sur un scanner, on fait une image, on lui demande de se lever, de boire un café, et il va se recoucher. On fait deuxième acquisition, et toutes les valeurs qui ne sont pas reproductibles, on les élimine. Donc, on essaie d'éliminer un maximum de caractéristiques d'image. Puis on a aussi demandé à des différents médecins de faire une segmentation, un contourage des tumeurs. Il y a des grosses différences. Et là, la même chose. Toutes les valeurs qui n'étaient pas reproductibles entre médecins ont été éliminées. Donc on a éliminé beaucoup de caractéristiques de forme. Et puis pour chaque groupe d'images, de caractéristiques d'image, on a pris la caractéristique quantitative qui était la plus prédictive de la survie. Donc on s'est retrouvé avec une signature, entre guillemets, de 4 caractéristiques qui nous ont permis de prédire la survie dans le cancer du poumon traité par radiochimiothérapie. Et on a appliqué ça directement sur une autre cohorte d'un autre centre hollandais qui avait un autre scanner, un autre traitement, et on était satisfait de voir que ça marchait également. Et non seulement, oui, alors de manière intéressante, les résultats correspondaient un peu à notre hypothèse de base, c'est-à-dire que les tumeurs qui étaient hétérogènes sur le scanner, que ça correspondrait à une hétérogénéité génétique, avec par conséquent une probabilité d'avoir des clones résistants à la radiothérapie ou à la chimiothérapie plus élevée,
et que des tumeurs avec des formes plus irrégulières seraient plus agressives. Et en effet, ça c'est un peu le résumé, c'est que l'hétérogénéité a un mauvais pronostic. Non seulement ça, mais aussi en faisant des analyses à puce ADN, on s'est rendu compte que ça correspondait à un taux de prolifération plus important. Et mon interprétation très simple, c'est que je fais toujours l'analogie avec une foule qui commencerait à courir. Si dès que la foule commence à courir, les gens vont courir avec des vitesses différentes, et donc la distance entre personnes va varier, on va augmenter l'hétérogénéité dans la foule que si on a une foule statique. Donc en fait, c'est aussi une mesure de l'hétérogénéité, mais également de la prolifération tumorale. Et le pronostic est supérieur à la classification TNM qu'on utilise tous les jours dans la pratique clinique. Et alors on s'est demandé, on a maintenant une signature basée sur un CT sans contraste, est-ce qu'on pourrait l'appliquer sans aucune modification à une autre pathologie, en particulier ici les tumeurs tête et cou. Alors les tumeurs tête et cou c'est totalement différent parce qu'il y a du cartilage, des cavités aériennes, etc. Mais on avait l'exemple de signature génique qui marchait, qui fonctionnait, qui était pronostique dans différentes maladies, par exemple les signatures géniques de l'hypoxie, de prolifération, etc. Et donc en fait ce sont des expériences qui ne coûtent pas cher, hein, donc c'est quelque chose qu'on peut faire en 24 heures à notre époque, contrairement à faire un séquençage. Et alors en effet en utilisant exactement la même signature avec les 4 facteurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait sur 2 cohortes indépendantes, à Amsterdam et Maastricht, de patients avec tête et cou, on voyait de nouveau une valeur pronostique en prenant la valeur médiane, mais on peut aussi séparer en 3 ou 4 groupes et identifier par exemple un groupe qui a un très mauvais pronostic et un autre groupe qui a un très bon pronostic. Donc c'est un peu comme ça que tout a commencé. Ah oui, c'était validé également dans une autre cohorte canadienne, donc la signature est très robuste. Alors plus récemment, on a comparé la valeur pronostique de différentes approches. Donc ici on a le C-index, plus c'est élevé, plus c'est pronostique. Donc on voit que par exemple les valeurs cliniques, l'âge, la taille de la tumeur, etc. sont toujours très pronostiques. De manière intéressante, dans cette série, la signature radiomix était supérieure à la signature génomique. Mais finalement, ce qui donne le meilleur résultat en termes de prédiction, c'est la combinaison, c'est un peu une approche holistique. Hein, donc la combinaison des facteurs cliniques, génomiques et radiomix. Et c'est dans cette direction que l'on se dirige pour le moment. Alors ça, c'était une approche un peu clinique, pragmatique. Hein, donc en fait, on part du phénotype de l'imagerie simple, hein, on ne parle pas de choses très compliquées. Et alors on essaye d'imputer ce qui se passe au niveau moléculaire. Mais on peut faire une autre approche inverse, où on part de cohortes qui ont des caractéristiques biologiques connues, par exemple une mutation, l'hypoxie, etc. Et alors on essaie de voir si ça a un impact au niveau de l'imagerie. Et alors une approche, c'est par exemple le Human Papillomavirus, hein, donc qui donne les tumeurs de l'oropharynx, le cancer de Michael Douglas, qui ont un pronostic largement supérieur et ces patients sont probablement surtraités. Alors pour le moment, on fait ce diagnostic par P16 ou bien directement en mesurant le HPV dans les tumeurs. Mais on a constaté que quand on a fait une analyse radiomix, on peut vraiment différencier les tumeurs HPV plus et négatives avec des pronostics différents. Donc ça c'est intéressant. Vous pourrez me dire, mais quel est l'intérêt puisqu'on va faire la mesure de toute façon? D'abord, il faut réaliser que dans beaucoup de pays, ils ne peuvent pas se permettre de mesurer le HPV, donc ça peut être utile dans certains pays, comme la Chine par exemple, dont j'en reviens. En plus, souvent ces lésions, ces pathologies ont plusieurs lésions. Or, on va faire une biopsie dans une des lésions. Et avec le modèle radiomix, ce qu'on peut faire, on peut toujours faire la biopsie, bien entendu, mais on peut aussi mesurer le HPV-NES, comme on dirait, au niveau de toutes les lésions. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les métastases deviennent plus agressives. Donc, ça permet de suivre également l'évolution de différentes lésions. C'est l'avantage de l'imagerie, bien entendu. Alors, un autre exemple avec une approche plus biologique, je ne vais pas aller dans les détails, mais lorsqu'on a fait des puces ADN et des analyses radiomiques, on s'est rendu compte que les signatures radiomiques étaient reliées à la survie et à des modules immunologiques.
Et alors on a fait l'hypothèse qu'on devrait voir plus de lymphocytes infiltrants dans les tumeurs, dans ces tumeurs qui ont un radiomix, un score radiomix particulier. Et on a essayé de valider ça avec une approche différente en faisant une coloration des lymphocytes. Et en effet, on a vu plus de lymphocytes dans certaines tumeurs avec un radiomix immunologique particulier que dans d'autres. Ce qui est intéressant parce que ce sont justement ces tumeurs qui répondent le mieux aux traitements immunologiques de type checkpoint inhibitors qui sont aussi très onéreux, jusqu'à plus de 100 000 € par an. Donc ça permet éventuellement de sélectionner certains patients pour certains traitements. Donc, une manière de résumer l'approche oncologique, c'est de décrire trois phases. La phase diagnostique, quel est le diagnostic? La phase théragnostique, quel est le meilleur traitement? C'est ce que j'ai illustré jusqu'à présent. Et puis la phase de follow-up, une fois qu'on a fait le traitement, comment est-ce que la tumeur répond au traitement? Ou ça peut être pas nécessairement une tumeur, ça peut être aussi un foie stéatotique suite à un traitement diabétique. Mais je pense que même si le domaine de radiomix est né dans ce domaine-ci, je pense qu'il y aura les applications surtout dans le domaine diagnostique. Pour vous donner un exemple, maintenant qu'on fait du criblage de tumeurs du poumon chez les patients à risque avec des CT à faible dose, on est confronté à une masse d'images énorme, surtout aux États-Unis où il y a toujours la crainte de conséquences juridiques. Eh bien, on a aussi des signatures radiomiques qui permettent de différencier le risque qu'une lésion nodulaire soit cancéreuse ou bénigne. Et de nouveau, on pourrait peut-être le faire aussi avec des radiologues, mais ici l'avantage, c'est que c'est automatisé et quantitatif. Mais, de nouveau, récemment, pour faire un lien avec l'exposé précédent, il y a des gastro-entérologues qui nous ont aussi demandé d'utiliser ce type d'approche pour le foie stéatotique, qui est une des premières causes d'insuffisance hépatique, par exemple dans les pays aux États-Unis, où ils veulent justement essayer de quantifier la maladie, essayer d'établir un score sur base de l'imagerie, et aussi de voir l'effet éventuellement de traitement. Et donc là, ça m'amène à la troisième phase, la phase de follow-up. Quelle est la réponse au traitement? Et là, je n'ai pas le temps d'aller trop en détail. Alors, on fait ce qu'on appelle des 4D radiomics. Donc, on essaie de faire des analyses radiomics à différents temps. Et ce qu'on voit de manière, dans le domaine oncologique du moins, c'est que quand une tumeur, très rapidement, après 2 semaines après le traitement, devient plus homogène, c'est un bon signe, c'est un signe de réponse. Et par conséquent, une tumeur qui devient plus hétérogène, c'est l'inverse. Et ça là bien avant que la taille tumorale diminue. Donc ça pourrait être aussi un biomarqueur de réponse, aussi très utile dans des traitements onéreux. Et ça intéresse aussi beaucoup les firmes pharmaceutiques qui veulent trouver des moyens pour essayer de ne pas développer des drogues qui ne marchent pas le plus vite possible, parce que développer des phases 3 négatives, ça coûte très cher. Et donc ça permettrait d'avoir une idée assez rapidement de l'efficacité d'un médicament. Donc, dernier point, l'approche radiomix est, comme dirait en anglais, data hungry, c'est-à-dire c'est une approche qui demande énormément de données. Or, on se rend compte de plus en plus que les données cliniques, et pas seulement les données cliniques, mais d'une manière générale, qui vont nourrir les approches de fouilles de données massives, sont essentielles. Et dans le domaine médical, c'est un facteur limitant, parce qu'il y a de plus en plus de limitations pour protection de la vie privée, etc. Il y a la nouvelle loi européenne qui va être d'application à partir de mai en cette année, qui vont limiter ce type de recherche. Donc on s'est rendu compte que c'est une barrière énorme, c'est l'accès à des données. Or, vous vous rendez compte que si on doit faire plusieurs signatures radiomix pour chaque maladie, donc il y a un travail énorme à faire. Et donc, ce qui nous limite, c'est d'abord d'avoir accès à des données propres, donc ça prend du temps, parce qu'il faut avoir le suivi, il faut faire labelliser chaque image, etc. Puis il y a toujours un problème politique, bien entendu. Il y a, ces données peuvent mener à des brevets, à des papiers, etc., à des avancements. Donc il n'y a pas toujours nécessairement une volonté de partager ce type de données. Il y a tout l'aspect vie privée, et puis il y a aussi l'aspect technique, mais qui devient de moins en moins important. Donc on s'est dit, si partager des données devient un problème,
eh bien, essayons de trouver une solution pour ne pas les partager et pour travailler à partir d'entrepôts virtuels d'images mutualisés, c'est-à-dire chaque image reste dans les pare-feux des hôpitaux. Et pour illustrer le propos, supposons qu'on veuille développer par exemple une signature radiomix pour quantifier la gravité d'un foie statotique. On va essayer de convaincre 3 hôpitaux de copier leurs données sur tous les foies de diabétiques dans une banque, dans un entrepôt virtuel qui sera traduit en anglais, anonymisé et organisé avec une ontologie qui est un espèce de dictionnaire intelligent avec des liens. Donc d'habitude on fait ça le dimanche. Et puis ça se fait automatiquement. Et donc on aura tous ces entrepôts et alors les médecins intéressés vont autoriser un module d'apprentissage à venir analyser les données de chaque hôpital sans que les données cliniques quittent l'hôpital. Donc il y a pour ce qui est de respect de la vie privée, c'est intéressant. On va faire un modèle, on dit le modèle n'est pas satisfaisant, ça marche très bien dans tel hôpital mais pas là. On refait le processus plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on ait un modèle satisfaisant qui permet de quantifier les foies en Australie, en Chine, en Belgique. Et à ce moment-là, on a un modèle créé. Et alors l'idée, c'est de faire ça de manière en automatique pour différentes pathologies, différentes questions cliniques. Et ça, on pense que c'est l'avenir du big data. Donc en conclusion, Radiomix c'est un nouveau domaine assez récent, puisque le premier papier, on l'a publié en 2012. Donc il permet de transformer l'imagerie en information quantitative. Certains l'appellent le Poor Man Molecular Imaging. Ça ne me dérange pas. Mais ça permet d'acquérir toute une série d'informations à la fois cliniques et biologiques. L'approche 4D Radiomix qui permet donc d'analyser des images séquentielles et d'évoluer la réponse à des traitements est aussi intéressante. Et alors nous pensons que le futur de cette approche passe par une approche dite d'apprentissage distribué avec des entrepôts virtuels mutualisés qui restent donc dans les pare-feux de chaque hôpital. Et alors il y a un intérêt exponentiel pour l'approche Radiomix, le premier papier en 2012 et en 2017 il y a encore le double de papiers publiés. Donc ce qui est intéressant, il y a toujours un petit souci, c'est que certains papiers ne font pas de validation externe, on peut les donner, etc. Mais je pense que ça va certainement se développer. Je suis persuadé que dans 10 ans, tous les hôpitaux vont utiliser ce type d'approche. Donc là-dessus, je voudrais remercier tous mes collègues sans lesquels cette étude n'aurait pas été faisable. Et je vous remercie pour votre attention. Merci M. Lambin pour cette incursion imminente dans le domaine des big data et de l'intelligence artificielle. M. Goldman, une question. Oui, je pense que votre exposé, c'est vraiment une superbe illustration de ce que va devenir la médecine. C'est un peu une véritable révolution en cours. Je pense que pour nous tous, le défi maintenant, c'est de préparer la génération qui nous suit, parce que c'est clair, la manière dont la médecine va être exercée dans le futur va dépendre de ces approches. Ceci dit, ma question touche à ce que vous avez dit un peu à la fin, et c'était illustré sur une de vos diapositives. Donc Radiomix est certainement très précieux, et comme vous l'avez dit, pour arriver finalement à traduire ça dans la meilleure option thérapeutique, on va quand même devoir combiner ça avec des données cliniques, ce que le patient lui-même nous rapporte, et puis plein d'autres données de génomique et d'autres. Et donc la question qui a été discutée récemment dans le New England, c'est de savoir est-ce que le cerveau humain des médecins du futur va être capable effectivement de traduire toutes ces informations en finalement le traitement qu'il va prescrire aux patients. Je voudrais juste vous demander ce que vous pensez des nouveaux programmes d'intelligence artificielle comme celui développé par IBM, le programme Watson for Oncology, qui prétend qu'effectivement on peut par l'intelligence artificielle combiner tout ça et finalement proposer le meilleur traitement. Merci de votre question, c'est une excellente question. En effet, tout à fait pertinente, car il était démontré que le cerveau humain ne peut prendre une décision qu'à partir de maximum 5 variables, et souvent 2, blanc et noir. Donc 5 c'est le maximum.
Or, on voit là un paradoxe, parce que dans la médecine moderne dite de précision, on génère une masse de données énorme, et donc le risque, c'est qu'en effet, on crée plus une confusion qu'autre chose. Et donc, personnellement, je crois beaucoup dans ce qu'on appelle un support décisionnel multifactoriel. Donc, ce sont en fait des logiciels qui vont intégrer toutes ces données génomiques, radiomiques, etc., pour essayer d'aider le patient, surtout le médecin en première instance, à prendre des décisions. Et par exemple, en Hollande, ce type d'approche est obligatoire pour prescrire la protonthérapie, qui est un traitement quand même beaucoup plus cher, mais qui a certains bénéfices dans une sous-population. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais je pense même qu'il faut aller un pas plus loin, parce que le risque, c'est qu'on développe une médecine paternalistique, donc ce Big Brother, sur un ordinateur qui décide. Or, maintenant, il y a par exemple une étude Cochrane publiée par Stasset et al. Qui a démontré que quand on implique le patient dans la décision, il y a toute une série d'avantages secondaires. Donc moins d'angoisse, tolérance aux effets secondaires plus importants, etc. Donc il y a plus de 30 000 patients randomisés qui ont démontré de manière irréfutable que impliquer le patient avec un patient decisionist, un support décisionnel pour patient, a des bénéfices. Donc je pense qu'il faudra d'une part faire des supports décisionnels multifactoriels et puis passer à des supports décisionnels pour patients, pour vraiment l'impliquer. Et dans notre expérience, il y a à peu près un tiers des patients qui disent « c'est trop compliqué pour moi, docteur, prenez la décision pour moi ». Ce qui est très bien parce que le patient, en quelque sorte, donne activement la responsabilité au médecin de prendre la décision. Mais dans notre expérience, 2 tiers des patients sont contents, sont satisfaits de pouvoir participer à la décision. Donc certainement. Bien. Merci beaucoup. Alors, ceci, ce n'est que le début. Vous avez une partie du package cadeau. Et je ne doute pas qu'un jour vous serez membre associé de cette compagnie et que vous recevrez les 2 autres aspects. Merci beaucoup.